Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire dédié à l'adaptation au changement climatique à l'échelle du bâti. Donc, il est 9h02, on va pouvoir commencer. Quelques rappels sur la tenue du webinaire. Donc, les questions que vous pouvez avoir au cours des deux présentations, je vous propose de les rédiger dans le chat. Nous les prendrons à la fin de ce webinaire si elles n'ont pas été répondues au cours des présentations. Merci à chacun d'entre vous de laisser votre micro fermé ainsi que votre caméra. Seuls les intervenants pourront participer en audio. Nous avons le plaisir aujourd'hui de participer, de faire ce webinaire avec la participation de Brezalec, euh, avec donc, Léonie Chatin, chargée de mission. Et ensuite, nous aurons un partage d'expérience par Guillaume Agouf, architecte. Et donc, je laisse la parole d'ores et déjà à, à Léonie Chatin pour la présentation des enjeux et pistes d'évolution pour le bâtiment. Merci Quentin, bonjour à toutes et tous. Alors je vais partager mon écran. Est-ce que Quentin, tu peux me confirmer qu'on voit bien les Je te slides dans confirme, plein c'est écran? bon. Super. Donc Léonie Chatin, comme Quentin le décrivait, je travaille à Brezalec et donc je vais vous faire un peu une présentation plutôt générale de l'adaptation au changement climatique pour le secteur du bâtiment. Et avant ça, j'ai quelques slides de présentation sur ce qu'est Brezalec et nos missions liées à l'adaptation au changement climatique. Donc, Brezalec, c'est le réseau breton des agences locales de l'énergie et du climat. Donc, on a une forme associative et on va apporter en propre ou en réseau des missions pour soutenir la transition énergétique et climatique. Alors, mes slides passent toutes seules. C'est pas grave, ça s'enchaîne bien. Donc, moi, je fais partie de ce qu'on appelle le pôle climat. Et au sein du pôle climat, on porte principalement l'animation du réseau plan climat. Alors, rapidement, le réseau plan climat, c'est un réseau breton qui regroupe les techniciens et techniciennes des collectivités qui travaillent sur les thématiques liées au changement climatique et à la qualité de l'air. Donc, c'est principalement les chargés de mission PCAET, donc Plan Climat, Air, Énergie Territoriale, des EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. Après, j'arrête avec les cibles, je vais essayer, de Bretagne, des EPCI bretons. Donc, les plans climat, c'est trois principales thématiques sur lesquelles les territoires sont obligés d'avancer. Donc, la thématique de l'atténuation, la thématique de l'adaptation et la thématique de la qualité de l'air. Et donc, au sein du pôle climat de Brezalec, on a aussi une mission, en plus de l'animation générale du réseau, plus spécifiquement sur l'accompagnement des territoires, sur l'adaptation au changement climatique. Donc, avant de parler du secteur du bâtiment plus particulièrement, j'ai quelques slides d'introduction, plutôt de définition sur ce que c'est que l'adaptation, parce qu'on se rend compte qu'il y a encore des confusions notamment sur la différence entre atténuation et adaptation, donc je vais en parler un peu. Et ensuite, voir un peu ce qui se passe vraiment en Bretagne et ce à quoi on peut s'attendre dans les années à venir. Donc, en termes de définition, l'adaptation, c'est un des grands piliers de lutte contre le changement climatique, aux côtés donc de l'atténuation. Alors, c'est deux notions qui sont parfois opposées, mais qui sont en réalité très complémentaires. Quand on parle d'atténuation, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'avoir des actions pour réduire les causes du changement climatique. Donc, comme montre cette phrase ici, ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de réduire tout ce qui est émissions de gaz à effet de serre, donc CO2, méthane, etc. Et ces actions, elles vont avoir un impact plutôt à moyen et long terme et à l'échelle globale. Donc, je m'explique. On dit que c'est plutôt à moyen et long terme parce qu'en fait, il y a une certaine inertie du changement climatique qui fait que même si demain, on arrête complètement d'émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on sait qu'on aura une dégradation du climat dans les 10 à 20 prochaines années. Il y a un décalage temporel entre le moment où la molécule de CO2 est émise et le moment où elle a un impact dans l'atmosphère, tout simplement parce qu'une molécule de CO2, ça vit un certain nombre d'années dans l'atmosphère. Et c'est à l'échelle globale, parce qu'une molécule de CO2 émise à Rennes ou en Inde a le même impact sur l'Argentine ou sur les États-Unis. Donc on parle vraiment d'atténuer, c'est éviter l'ingérable dans le futur. Et à l'opposé, l'adaptation, c'est plutôt gérer l'inévitable. Donc là, c'est de partir du principe, comme je le disais, qu'il y a certaines dégradations du climat qui sont en fait inévitables dans le futur liées à tous les gaz à effet de serre qu'on a émis dans le passé. Et donc l'adaptation, ce qu'on va chercher à faire, c'est réduire en fait les impacts.
Donc, réduire notre exposition et notre vulnérabilité aux enjeux de canicule, d'inondation, de feux de forêt, etc. Donc, ça va pour le coup avoir un impact beaucoup plus à court terme. Une action d'adaptation au changement climatique, elle peut vraiment avoir des effets bénéfiques assez immédiatement selon l'action et à une échelle locale. La lutte contre les îlots de chaleur à Rennes n'aura absolument aucun impact sur les îlots de chaleur à Paris. Voilà pour les définitions. La deuxième question qu'on se pose souvent, c'est à quoi s'adapte-t-on? Donc, à quoi va ressembler le futur? Donc, pour ça, on se base souvent sur les scénarios du GIEC. Donc, vous avez dû entendre parler du GIEC, c'est le le groupement intergouvernemental sur le changement climatique et donc qui publie régulièrement des rapports et qui regroupe les modèles de tous les centres de recherche du monde sur l'impact de nos émissions de gaz à effet de serre sur les températures mondiales et les différents événements climatiques. Donc, le GIEC a différents scénarios. Donc, les scénarios, ça correspond à des projections sur, selon une quantité donnée de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, voici les impacts auxquels on peut s'attendre. Donc, on les entend souvent en termes de plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Quand on se pose la question à quoi s'adapte-t-on, l'État français a proposé une trajectoire commune d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'ils ont proposé une perspective sur l'augmentation de la température moyenne dans le futur pour des dates fixées. Donc, vous devez tous savoir on a un objectif à l'échelle internationale de limiter nos émissions de gaz à effet de serre de façon à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré d'ici à la fin du siècle, c'est les accords de Paris, ou au moins bien en dessous de 2 degrés. Et ce que nous montre la trajectoire d'adaptation préconisée par l'État, la TRAC, c'est qu'en réalité, ce réchauffement, on va l'atteindre dans les prochaines années, donc en 2030. C'est ici l'image que vous avez sur la droite que j'ai prise à l'Observatoire environnement en Bretagne. Et on devrait avoir un monde à 2 degrés plutôt en 2050, pour avoir une trajectoire d'ici à 2100 de plus 4 degrés en France. Alors, ce que vous voyez sur cette image, c'est qu'il y a une colonne de la France. Alors, je sais si vous voyez ma souris. Je vais peut-être prendre un laser. On voit qu'il y a des trajectoires de réchauffement moyen en France qui sont différentes de ceux des moyennes mondiales, tout simplement parce que les continents se réchauffent plus vite que les océans. Donc les moyennes mondiales sont toujours plus faibles que le ressenti, la moyenne à l'échelle d'un pays. Donc on voit bien que quand on parle ici d'un réchauffement à plus 4 degrés en France d'ici à la fin du siècle, on parle d'un monde plus 3 degrés. Donc ce qu'il faut comprendre par là, c'est que l'État a choisi cette trajectoire-là. Ce n'est pas la trajectoire la plus pessimiste. On a aussi des scénarios qui prédisent un monde à plus 4, plus 5 degrés. Voilà pour un peu le contexte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour 4 régions? Alors, je vous ai mis ici un graphique du Haut Conseil breton pour le climat qui est présent dans leur dernier bulletin sur le changement climatique en Bretagne. Vous avez la comparaison entre Brest et Rennes en termes d'évolution des températures moyennes. Donc, la courbe en vert, ça représente l'évolution historique depuis 1950 jusqu'à 2020. Et vous avez ensuite différents scénarios. Vous avez un scénario plutôt pessimiste en rouge qui va monter vers une température moyenne autour de 14,4 degrés pour Brest et 15,3 degrés d'ici à 2100. Et un scénario plutôt moyen en termes d'émissions de gaz à effet de serre en orange ici. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on s'attend bien sûr à des augmentations des températures moyennes. Je pense que ça ne surprendra personne. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas juste une augmentation de température moyenne. Cette augmentation de moyenne, elle va entraîner beaucoup d'événements extrêmes et notamment de modifications au niveau des maximales de température, la montée du niveau de la mer, des précipitations, etc. Donc, je vous ai mis ici quatre tirés, quatre points des grandes conclusions des grands événements auxquels on peut s'attendre. Il y a plus de détails sur ce fameux rapport du HCBC, sur aussi le site Ambition Climat Énergie. Il y a une présentation du HCBC qui a été faite il y a quelques jours dans le cadre du réseau adaptation de la région Bretagne et l'ADEME et l'ADREAL, qui est assez détaillée. Donc, je pourrais envoyer le lien à la suite de la présentation si vous le souhaitez. Donc, on voit une augmentation des températures, j'en ai déjà parlé, une augmentation du niveau de la mer. On parle, quand on regarde les scénarios les plus pessimistes, pour la Bretagne, de à peu près un peu moins d'1 mètre d'augmentation du niveau de la mer d'ici à 2100 par rapport à 1995 et 2014.
Au niveau des précipitations, il y a plus d'incertitudes en termes de modèles climatiques, mais ce que les scientifiques anticipent, c'est un renforcement des contrastes saisonniers, c'est-à-dire de moins de pluie en été et plus de pluie en hiver. Donc, ça veut dire plus de risques d'inondation en hiver et plus de risques de sécheresse en été. Et c'est déjà des tendances qu'on commence à observer. Et donc, mon dernier point, c'est l'augmentation de la sécheresse des sols qui est liée à cette baisse de précipitation en été, mais aussi à l'augmentation des températures et donc l'augmentation du phénomène d'évaporation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le secteur des bâtiments? Alors, le secteur des bâtiments, c'est un secteur qui est quand même assez particulièrement vulnérable parce que bah, vous faites sortir des bâtiments qui vont avoir une durée de vie plutôt longue et donc ils vont connaître ces différents impacts climatiques, tout comme nous. Je vais me concentrer dans la présentation sur les impacts sur le bâtiment lui-même, mais bien sûr, il y a aussi des impacts pour la construction elle-même, avec le problème notamment des chaleurs et des fortes chaleurs et des travailleurs en extérieur. Mais voilà, je vous ai mis ici une citation du I4CE qui a fait un rapport sur la thématique et qui précise bien que voilà, si on continue à construire des bâtiments ou des quartiers en se basant seulement sur des données historiques, on fait rien d'autre que construire les villes invivables de demain. Et donc, c'est un non-sens en fait de construire aujourd'hui selon des données historiques parce qu'on sait que ça ne sera pas le futur. Et donc, on est en train de construire, comme ils disent, des villes invivables de demain. Alors, pour cette discussion, j'ai identifié trois grands enjeux qui sont ceux qui sont les plus documentés sur l'impact du changement climatique pour le secteur du bâtiment. Il y en a les deux premiers, c'est des risques qui sont déjà auxquels le secteur fait déjà face, à mon sens, donc tout ce qui va être risque d'inondation. Donc, inondation à la fois dans les terres, mais aussi inondation, les submersions marines, donc inondation côtière. Tout ce qui va être lié au gonflement et retrait d'argile. Et puis le troisième, qui est plutôt un risque relativement nouveau, notamment en Bretagne, lié au confort d'été et à la surchauffe des bâtiments. Si on commence du coup par le risque d'inondation, donc le risque d'inondation, on va distinguer plusieurs cas d'inondation. Donc on va avoir tout ce qui est lié au débordement de cours d'eau, au ruissellement, à la remontée de nappe et à la submersion marine. Donc vous avez ici sur la carte à gauche les risques d'inondation, enfin les cours d'eau en Bretagne et donc les risques de débordement qui existent. Donc c'est une carte qui vient à nouveau de l'Observatoire de l'environnement Bretagne. Et à droite, vous avez l'évolution du niveau de la mer pour le marais grave de Brest, avec à nouveau trois scénarios. Donc, on retrouve ici le chiffre que je mentionnais tout à l'heure de 0,73 mètres. Alors, je ne l'ai pas mentionné, mais il est fait sur ma slide. Mais donc, c'est un peu les projections moyennes, alors, pardon, du scénario le plus pessimiste en rouge et en rouge foncé, et le scénario moyen en jaune ici. Et donc, on voit que d'ici à 2100, on serait sur du entre 50 cm et 80 cm d'augmentation du niveau de la mer pour Brest. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le niveau de la mer, ce n'est pas juste une augmentation graduelle qui fait qu'un jour, on aura les pieds dans l'eau en permanence. Le principal problème, pour nous, ça va vraiment être le risque d'augmentation des phénomènes d'inondation. Parce que forcément, s'il y a une tempête, comme celle qu'on a eu il n'y a pas longtemps, ou s'il y a des grandes marées, bah, la mer part de plus haut, donc forcément, elle peut aller beaucoup plus loin dans les terres. Donc, on va avoir une augmentation de ce qu'on appelle l'exposition, de par le fait que cet aléa va augmenter de plus en plus. Et bien sûr, on a des territoires qui sont relativement vulnérables liés au fait que l'aménagement du territoire à l'heure actuelle est pas toujours très adapté à ces risques. Donc, on a beaucoup construit en zone inondable. Je pense que c'est à nouveau une surprise pour personne. On a beaucoup imperméabilisé les sols, donc réduit cette possibilité pour l'eau de s'infiltrer. On a asséché certaines zones humides, il y a moins de bocages, moins de haies, et donc l'eau, elle va arriver plus vite dans les rivières qui vont déborder plus violemment. Le deuxième grand risque, alors qui est en Bretagne quand même assez moins important que pour le reste de la France, mais qui existe quand même, c'est le gonflement et le retrait d'argile. Donc on a ici une cartographie du risque pour le département de l'Isère. Donc on voit en jaune zone où le risque d'aléa est faible, en orange les zones où l'aléa est moyen et en rouge les zones où l'aléa est rouge. Donc retrait, gonflement d'argile. Alors je ne suis pas une grande spécialiste, donc je vais essayer de le vulgariser comme je peux, mais peut-être qu'il y a des gens qui se connaissent mieux
dans l'audience. L'idée, c'est que voilà, l'argile, c'est un matériau qui va beaucoup bouger selon le climat. Donc, quand on va avoir des phénomènes de sécheresse, c'est le schéma qu'on voit sur la droite, en fait, ça va créer une rétractation, une compression des sols, et donc ça va faire bouger, ça va faire effectuer un retrait qui va faire bouger notamment les fondations des maisons qui ne sont pas forcément très profondes. C'est plutôt un risque pour les maisons individuelles. Et à l'inverse, qui va se pleuvoir, bah, les argiles vont gonfler. Et donc, ça va avoir le mouvement inverse et fragiliser à nouveau d'autant plus les fondations des bâtiments. Donc, c'est un risque qui est très lié au phénomène de sécheresse et au phénomène de précipitation. Et comme on le voyait tout à l'heure, la sécheresse des sols, c'est quand même une bonne certitude sur le fait qu'elle va augmenter. Et à nouveau, on le voit ces dernières années en Bretagne. Donc, c'est un risque qui va sûrement prendre de plus en plus d'importance pour la région. Et donc, mon dernier enjeu, que je voulais mentionner ce matin, c'est la question du confort d'été dans les bâtiments. Alors, cette slide est peut-être un peu chargée, mais l'idée, c'est vraiment de montrer avec une unité de mesure des besoins en termes de refroidissement qu'il va y en avoir de plus en plus. Donc, on a une carte ici qui représente la France, les moyennes de besoins en refroidissement pour la France entre 1976 et 2005. On a des couleurs où le violet et le bleu représentent un besoin assez faible, et puis les couleurs vers les verts, bleu ciel, où le besoin est plus élevé. Et ensuite, on a le chart qui présente la Bretagne pour la fin du siècle selon les modèles les plus pessimistes. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, on est en train de reprendre les couleurs qui sont celles de Montpellier et du contour méditerranéen dans le futur. Et donc, ça, c'est des chiffres, des cartes que je reprends au niveau de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne. Et ce qu'ils en concluent, c'est qu'on devrait avoir 2 à 4 fois plus de besoins en refroidissement dans 50 ans, selon la moyenne des modèles, du scénario, pardon, les plus pessimistes. Et si on tire dans ce scénario, on regarde vraiment les modèles qui prédisent un avenir le plus sombre, on arrive à 7 à 9 fois plus de besoins en refroidissement. Donc, c'est quelque chose qu'on commence déjà à avoir. Notamment, on voit bien qu'il y a de plus en plus de nuits qu'on appelle tropicales, donc nuits très chaudes dans les villes, et que dans tous nos étés deviennent de plus en plus chauds et de plus en plus caniculaires. Donc, ça pose un vrai problème dans les bâtiments, notamment parce que ces bâtiments n'ont pas souvent été construits avec ce problème de confort d'été et de surchauffe en tête. Je vous ai mis ici la photo du bâtiment de la Poste Immobilier qui est à côté de la gare de Rennes, qui montre un peu bien, je trouve, tous ces bâtiments tertiaires qui ont été construits à une certaine époque, qui sont avec des grandes surfaces de baies vitrées. Et c'est un bâtiment qui a été justement rénové en 2013, je crois, parce qu'il y avait un très grand inconfort des salariés de la Poste en été. Et donc, on a plusieurs facteurs qui vont en fait aggraver ce confort d'été. Donc, les températures augmentent et en plus, notre bâti n'est pas forcément adapté. Quand on est dans une ville, il y a ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Je pense que tout le monde a dû en entendre parler, mais c'est l'idée que justement, les activités humaines et les matériaux propres à la ville, le fait que la ville soit très minérale, va faire que la chaleur est absorbée toute la journée et que la nuit, qui est normalement le moment où les alentours, l'environnement se rafraîchit, et ben en fait, on va pas avoir ce phénomène de rafraîchissement où on va beaucoup moins l'avoir parce que tous les matériaux vont faire ressortir la chaleur accumulée dans la journée. Donc ça va être bien sûr un facteur aggravant de la thématique de la surchauffe. Les grandes surfaces de baie vitrée, j'en ai parlé, faible inertie thermique, l'absence de possibilité de ventilation nocturne. Il y a beaucoup de bâtiments, par exemple, qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir ces fenêtres et qui n'ont pas un système de ventilation mécanique, etc. C'est juste quelques exemples que j'ai donnés ici. Et le vrai problème que ça pose, c'est qu'en fait, si on ne s'adapte pas et si on ne prend pas en compte dès maintenant et dès le début de la construction d'un bâtiment ces thématiques en compte, et ben en fait, on va avoir un problème qu'on appelle celui de la maladaptation. La maladaptation, c'est une action d'adaptation qui ne fait qu'empirer le problème, si je schématise. Et le cas d'école de la maladaptation, c'est la climatisation. Et donc, si nos bâtiments ne sont pas construits de façon intelligente, bah, c'est en fait vers ça où on va de plus en plus aller. C'est un rafraîchissement qui est fait via de la climatisation. Pourquoi on appelle ça de la maladaptation? Parce qu'on a 3 grandes externalités négatives qui sont liées à la climatisation. Déjà, les systèmes de climatisation, ça émet des gaz à effet de serre.
via les fluides frigorigènes, pardon. Ça va aggraver les îlots de chaleur urbains, puisque l'appareil même rejette de la chaleur sur le voisin ou sur la rue d'à côté. Et ça augmente la consommation électrique avec des nouveaux pics de consommation en été. Donc, on a ici un graphe de l'Observatoire de l'immobilier durable qui est assez parlant, je trouve. On voit bien le serpent qui se mord la queue, avec une augmentation ici des températures liées à nos émissions de gaz à effet de serre, qui fait qu'on a recours à la climatisation. Ça entraîne un rejet d'air chaud dans la rue, donc ça augmente d'autant plus la température, notamment pour les espaces urbains. Et ça aussi émet des émissions de gaz à effet de serre, donc ça augmente à nouveau la température, donc on a plus besoin de la climatisation. Et vous avez compris le principe. Alors pour éviter ça, et pour s'adapter de façon un peu plus anticipée et plus durable, on a quand même des propositions d'action qui sont intéressantes. Donc là, je vous ai mis un schéma à nouveau d'une ressource de l'Observatoire de l'immobilier durable, qui est le guide des actions adaptatives au changement climatique, qui a été publié en 2021. Et donc, il reprend différentes actions pour les trois enjeux que j'ai mentionnés. Alors, pas celui, pardon, pour l'enjeu d'inondation et pour l'enjeu confort d'été, pas pour le gonflement retrait des argiles. Mais on voit aussi ici un panel d'actions possibles à différents stades du bâtiment. Ce n'est pas que dans la phase de construction, hein, il y a aussi des phases plutôt d'usage et d'utilisation. Mais pour rafraîchir un bâtiment et pour le protéger des inondations. Donc, j'en citerai quelques-unes. Donc, il y a toutes les actions liées à la structure et donc à utiliser. Donc, le revêtement des toits qui doit être à fort albedo pour renvoyer la lumière et donc la chaleur. L'isolation, bien évidemment, l'orientation bioclimatique du bâtiment. Il y a toutes les solutions qui vont être ce qu'on appelle des solutions d'adaptation fondées sur la nature, qui vont être plutôt celles qui sont sur l'environnement du bâtiment. Comment on va multiplier la présence d'arbres, de plantes, de végétation, de pelouse. On va désimperméabiliser de façon à avoir ce pouvoir, à bénéficier du pouvoir rafraîchissant qu'ont nos espaces naturels. À nouveau, je pense que tout le monde est au courant, mais en pleine canicule, il vaut mieux être dans un parc que sur un parking bitumé. Donc, des façades végétalisées. On a aussi, voilà, au niveau du site des terrains, on va végétaliser les abords du bâtiment et adapter la végétation au climat. La question des toitures végétalisées qui peuvent apporter un rafraîchissement si la toiture est bien faite. On a des solutions plutôt liées à la construction, donc pour les inondations, par exemple, surélever le bâtiment, faire en sorte que tous les biens de valeur ne soient pas au premier étage, par exemple. Pour les utilisations, ça va être mise d'eau des équipements essentiels, donc j'ai déjà mentionné. Ça va aussi être éviter la surchauffe en éteignant bien les appareils électriques quand ils ne sont pas utilisés. Donc il y a plein de choses, et ce guide des actions, il a plus d'une centaine, je crois, d'actions qui sont répertoriées. Et je vais conclure, parce que je crois que j'ai déjà un peu dépassé sur mon temps, en élargissant un peu, pour mentionner que si on veut penser le risque du bâtiment et donc l'exposition au changement climatique du bâtiment dans sa globalité, là j'ai beaucoup parlé du risque à l'échelle du bâtiment lui-même, et bien sûr il faut penser à une échelle plus large, à l'échelle du territoire, parce que le risque climatique d'un bâtiment dépend aussi de facteurs plutôt territoriaux. Donc il y a toute la thématique de l'adaptation des milieux. J'ai parlé des îlots de chaleur. Est-ce que la ville est plus ou moins perméable, ce qui va avoir un impact sur l'exposition et la vulnérabilité, pardon, en termes d'inondation, mais aussi de vagues de chaleur. On va avoir tout ce qui est lié à l'adaptation des espaces naturels. Donc, si on a un bâtiment à côté d'une forêt ou à côté d'un littoral, et ben, la façon dont est gérée cette forêt, la façon dont est géré ce littoral va avoir forcément un impact sur l'exposition de notre bâti. Les infrastructures de transport, d'électricité, d'eau, donc toutes les infrastructures qui sont plus pour la partie fonctionnelle du bâtiment. On l'a bien vu pendant les derniers événements, voilà, à quel point nos réseaux de transport, d'électricité sont vulnérables aux événements climatiques. Et enfin, un dernier, bien évidemment, les facteurs sociaux, culturels et de gouvernance. Donc, à quel point nos sociétés déjà sont prêtes, est-ce qu'elles connaissent le risque, elles savent comment réagir, est-ce qu'on a des politiques publiques en face pour être de moins en moins vulnérables. Voilà. C'est plus pour élargir la discussion et voir le risque à une échelle plus globale. J'en ai fini et du coup, je vais passer la parole à Guillaume pour une explication un peu plus
enfin, une étude de cas, si je ne me trompe pas. Mm. Merci Léonie pour cette présentation. Ça marche, du coup j'enchaîne. Vas-y, je te laisse Tac, lancer ta présentation et faire ton retour d'expérience. ça marche. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon, Ouais, cool. c'est parfait. Bonjour à tous. Euh, Moi, du coup, je vais vous parler d'un projet d'extension et de réhabilitation qui se situe à Lamballe. Euh, c'est du coup un site sur lequel on s'est retrouvé un peu confronté à des problématiques que Léonie a pu évoquer, notamment le risque d'inondation. Euh, du coup, je vais expliquer un petit peu comment on a pu aborder ça et puis après la démarche un peu globale sur le bâtiment. Alors, jusque tac. Euh, donc, le projet se situe donc sur la commune de Lamballe, donc dans les Côtes d'Armor. C'est une commune assez importante quand même. Et l'intérêt en fait du projet, c'était qui est situé en fait en centre-ville. Il y a un côté par rapport à l'adaptation et on va dire aux enjeux climatiques, c'est plutôt un côté intéressant vis-à-vis des réseaux et des services que peut proposer la ville. Donc, il y avait cet intérêt-là sur la réhabilitation et en fait, on vient se greffer une extension euh, qui est en lien avec un jardin qui est à proximité. Donc, sur toutes les questions, on va dire îlot de chaleur et ces choses-là, il y avait un réel intérêt et un enjeu aussi par rapport à l'extension sur préserver la biodiversité et la perméabilité du sol. Euh, donc, si on zoome un peu, on voit le jardin qui commence ici. Et en fait, le terrain se compose un peu en deux parties, avec une partie sur rue, avec une maison importante, et ensuite une partie plus végétalisée et plus en lien avec le parc, qui se situe du coup sur l'arrière. Et nous, là, l'extension et la réhabilitation concernaient ce bâtiment-là, le petit, qui était entièrement tourné côté nord, côté rue. Et en fait, on est venu mettre une extension de côté sud en lien avec le jardin. Et une des particularités en fait du terrain, c'est que il y a un cours d'eau qui passe. Je ne sais pas si vous voyez la souris, je crois que si. Qui passe en fait juste en partie basse, qui est en lien avec tout un historique à Lamballe sur les lavoirs, etc. Mais donc, une partie du terrain est identifiée en zone dans le plan de prévention en fait, des risques d'inondation. Donc, on voit bien la forme un peu globale qui traverse Lamballe. Et si on zoome là, donc, sur la parcelle, une partie est en zone inondable et une partie était légèrement surélevée. On était à plus 20 cm, donc du coup, elle n'était pas identifiée en zone inondable au départ. Mais nous, pour l'implantation du bâtiment et un peu les choix de fondation, euh, on a décidé en fait de se positionner en montant encore l'extension en fait de 30 cm en plus par rapport à la crue centenale, euh, histoire d'avoir un peu de marge. Et en fait, l'idée aussi, c'était de créer un vide sanitaire important en dessous. Euh, euh, donc, on a opté pour plusieurs solutions. Donc, il y a le vide sanitaire important donc, qui nous permet d'avoir 1 mètre en fait, d'air circulable et où on peut accéder en partie sous le bâtiment. Ça permet aussi du coup à, à l'eau qui remonte. En fait, c'est plutôt des remontées, c'est la nappe qui vient affleurer à un moment donné. Et donc, ça permet au sol de pouvoir se gorger et se dégorger un peu comme il veut sans toucher la partie bâtie. En termes de fondation, du coup, on est parti plutôt sur des technopieux. Donc, c'est des systèmes de vis qui viennent en gros maintenir ou un peu ancrer le bâtiment dans le terrain, sur lequel après on vient mettre des longrines plutôt en partie, on va dire en surface,
parce que les technopieux descendent à 6 mètres de tête et les long greens à 50. Donc, il y a eu cette partie-là qui était plutôt pour les fondations et l'accessibilité. Et après, il y a eu un travail fait aussi sur le cours d'eau avec le retrait des déchets, l'aménagement finalement du mur qui a été qui était complètement en vrac quand on est arrivé. Remise un peu en réhabilitation du coup du lavoir, etc. Donc, ce qui permet aussi d'entretenir et de gérer et d'avoir une meilleure visibilité finalement sur ces parties-là qui sont liées à l'inondation et d'avoir une vigilance dessus. Donc ça, c'était par rapport à l'implantation et au risque d'inondation. Donc là, si on prend le plan masse, donc en fait, on est en plus foncé, là, on a la partie garage qui est située au nord. Et là, on est venu mettre l'extension donc au sud. L'idée principale, c'était donc d'ouvrir l'extension sur le jardin et garder un maximum en fait de parties perméables et de jardin sur le sud du bâtiment pour faire des masques solaires, etc. Et de se servir en fait de la partie nord, l'ancien garage, pour faire une sorte de réserve d'inertie, on va dire. Du coup, on a fait l'accès à la maison et à l'extension par cette partie nord. Et en fait, après, on a une extension qui est performante thermiquement, mais qui vient se coller à un mur enduit terre sur le garage. L'intérêt, c'était... en gros, on a des grandes baies vitrées sur la partie salon du bâtiment, mais en compensation, en gros, on a le garage qui permet finalement de faire cette réserve, je ne sais pas si ça se dit, inertique un peu du bâtiment et qui permet du coup d'avoir une temporisation sur le réchauffement. Et après, l'extension en soi est assez performante thermiquement, donc ça peut, on va dire que sur les questions de surchauffe, il y a la végétation et aussi l'isolation du bâtiment. Et après, sur tout ce qui est confort lié au froid, elle est plutôt efficace. Donc, on a les grands vitrages, on a du BSO par rapport à la surchauffe. On a une double flux qui vient gérer l'ensemble, des panneaux solaires thermiques en partie haute, une végétalisation importante de la toiture qui est en toit plat. Du coup, on a opté pour une solution où on n'est pas en végétalisation extensive, mais on est plutôt en végétalisation sur 40 cm. Donc la charpente est calculée en fonction. Des cuves de récupération d'eau et des systèmes de ventilation nocturne. Du coup, là, en partie... ici à droite, là, on peut voir un peu l'enduit terre et un chauffage en basse température aussi à l'intérieur. Hop. Du coup, et après sur l'aspect aussi de l'extension, l'enjeu, il y a une partie qui a été faite, moi du coup j'avais une mission Claude Couvert là-dessus, donc il y a une partie qui a été faite aussi par la maîtrise d'ouvrage, ce qui a, notamment sur ce qui est bardage bois, ce qui peut amener aussi du coup à la responsabiliser là-dessus, donc on est parti sur une option de bardage bois châtaignier local à couvre-joint, ce qui lui permet lui aussi de pouvoir intervenir et éventuellement changer des éléments. Mais après, on est sur des systèmes assez bruts et du coup qui vont évoluer dans le temps, mais qui peuvent amener aussi ou garantir une pérennité intéressante. Donc là, on est avec du Corten sur des cassettes de Corten. Pareil pour tout ce qui est habillage de rive et descente d'eau pluviale.
et tout le reste est du châtaignier local. Et du coup, on a fait un mixte avec des volets coulissants sur toutes les chambres et les pièces de vie. Enfin, non, pardon, sur toutes les chambres, la pièce de vie, salon et, avec des brises-soleil. Et après, sur les matériaux intérieurs, on est sur des... Pareil aussi, on essaye d'être sur des matériaux assez sains et avec une inertie intéressante. Donc, on se retrouve avec de la tomate finalement au sol sur la partie... donc, en plus, avec le plancher basse température, ça peut être intéressant. On a de l'enduit de terre sur le mur qui fait la liaison. Donc, ça, c'est l'ancien mur du garage. Et après, on retrouve des éléments bois à l'intérieur. Donc, l'ancien colombage, du lombré au plafond. Ah, je vais revenir un peu. Non, si, c'est bon. Si je reprends, ouais, c'est à peu près ça. Et du coup, après, ça, c'était juste un exemple sur cette extension-là. Après, vu qu'on est une petite agence, il y a des petits projets, on essaye de faire des petits éléments un peu au fur et à mesure des projets. Et du coup, là, c'était juste un panel pour voir par rapport à l'adaptabilité. Donc, il y avait le travail sur des micro-architectures. Ça revient aussi un peu sur le fait d'amener plus de densité et d'avoir moins d'imperméabilisation des sols. Donc là, c'était un travail sur une toute petite extension, mais ce qui permettait de dégager de l'espace. C'est déjà une zone imperméable, donc ça permettait de dégager de l'espace ailleurs. Après, ça, sur la réhabilitation en dessous, c'est une réhabilitation d'une chapelle, mais l'idée, c'était d'avoir une mutabilité finalement du patrimoine, de pouvoir le rénover et du coup offrir un nouvel espace. Donc, il y a une association qui est dessus et qui permet en fait d'avoir d'autres usages à l'intérieur, dans l'idée où finalement c'est un grand espace couvert qui peut servir à plein d'autres choses, et ce qui évite du coup de reconstruire de nouvelles choses. Après, c'était des travaux sur de l'habitat partagé, donc on retrouve un peu des éléments, on va dire, sur le vivre ensemble et le moins de surface construite. Ça, après, sur les réseaux, c'était sur la responsabilité plutôt des entreprises et des maîtres d'ouvrage et de moins cacher les choses, dans l'idée du coup de pouvoir aussi intervenir derrière. Mais après, c'était un autre projet aussi sur la non-imperméabilisation. C'est un travail qu'on a fait à l'agence sur un aménagement de parking sur une forêt et où du coup, on est avec des aménagements assez simples et du bois local. Et ce qui permet du coup aussi d'avoir le sol qui continue de respirer, d'avoir ces zones humides qui sont maintenues. Et finalement, l'ensemble des bâtiments ont été construits avec la gestion forestière du lieu. Donc, tous les bardages, tout ça sont faits avec le bois de la forêt. Ouais, à peu près pour les des présentations de différents projets. J'espère que ça répond déjà peut-être à 2-3 questions. Ça peut peut-être en soulever quelques-unes. Je te repasse la main, Quentin. Oui, pas de souci. On fait comme ça. Alors, merci à tous les deux pour vos présentations. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il nous reste encore un petit peu de temps pour échanger au besoin. Je vais essayer de partager les questions qui ont été posées d'ores et déjà. Je vais les prendre dans l'ordre. Il y en a une première, alors à savoir que pour les questions sur lesquelles on ne pourra pas répondre aujourd'hui, on va essayer d'y répondre lors de la publication du replay sur le site de Bâtilab. Et en l'occurrence, la première question qui avait été posée était sur la profondeur des fondations selon le type de substrat sur la maison individuelle. Alors, ça va vraiment dépendre à la fois de la construction, de la type de construction et du type de sol. Ça va être un peu long pour faire une réponse succincte ici. On essaiera de faire une réponse par écrit sur cette question-ci.
Nous avons eu une question sur le recours aux pompes à chaleur qui sont actuellement mises en avant pour la transition climatique. Et donc, avec l'interrogation, est-ce un contresens de permettre le recours à la climatisation de façon accessible? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question ou je peux m'en charger aussi? Moi, je suis pas une spécialiste des pompes à chaleur. Moi, Mm. je suis plus généraliste sur l'adaptation et pas forcément sur le bâtiment. Donc, j'aurais pas une réponse très technique. Mais juste pour préciser ces thématiques de climatisation, parce que j'en ai beaucoup parlé, euh, ça va être nécessaire dans certains contextes, hein. Je pense qu'on n'y échappera pas pour tout ce qui va être EHPAD, hôpital, etc. Et l'idée, c'est d'éviter au maximum, parce que de ma compréhension, une pompe à chaleur qui est équipée d'un mécanisme de climatisation, ça change pas beaucoup d'un climatiseur standard. Alors, c'est pas un pingouin qu'on met à la fenêtre, mais je crois pas qu'en termes de rafraîchissement, ce soit beaucoup moins nocif qu'un climatiseur standard. Mm. Je sais pas si, Je vais compléter la réponse, c'est-à-dire que la pompe à chaleur, ça regroupe plusieurs systèmes possibles. Et donc, dans le guide de l'OID, on parle du géocooling aussi. Et le géocooling, c'est une base de pompe à chaleur aussi. Donc, quand cela est possible, utiliser de la géothermie est beaucoup plus conseillé que d'utiliser des pompes à chaleur, par exemple RR ou RO, qui vont avoir les effets induits précisés par Léonie tout à l'heure, c'est-à-dire d'aggraver les îlots de chaleur, par exemple, et potentiellement aussi d'avoir des émissions de gaz à effet de serre induits par peut-être un manque d'entretien, notamment sur les fluides frigorigènes qu'il peut y avoir à l'intérieur de ces systèmes. Donc tout n'est pas à jeter dans la pompe à chaleur. Et puis il me semble qu'il y a beaucoup de développement qui est fait sur les pompes à chaleur pour avoir des gaz qui soient beaucoup moins nocifs pour la planète. Donc ça va aussi dans le bon sens. On aura besoin de ce système, mais ce n'est pas la seule réponse possible pour le rafraîchissement et pour le chauffage. À savoir qu'en termes de matériaux qui sont mis en œuvre aussi dans les bâtiments de construction ou en réhabilitation, on a de la manœuvre aussi ou des choix techniques qui peuvent être plus sains et plus durables en tout cas. Voilà. Mais à défaut, le recours à une PAC je n'ai pas exclu non plus, si je peux me permettre. Hop. Pour ce qui est des documents qui ont été cités lors des présentations, je vous propose on les mettra sur le site de Battilab, les liens, que vous puissiez les consulter en même temps que le replay de ce webinaire. On a une question sur le projet Guillaume, n'aurait-il pas été plus intéressant de maintenir au maximum la végétation en place en vue du confort d'été? Il me semble que le gros du jardin a été maintenu Ouais, sur le projet. Et oui, c'est ça. Le gros du jardin a été maintenu. Et bon, on a quasiment, ouais, on a conservé quand même pas mal. Après, c'était un compromis entre la demande des clients d'avoir une extension de plein pied aussi, d'une certaine surface, et, l'envie et le souhait de conserver un maximum. Donc finalement, c'est pour ça, enfin, on est aussi venu se coller et entourer le garage euh, pour rester sur la zone plutôt bâtie et dégager tout le reste. Enfin, dégager, conserver, du coup. Et la toiture végétalisée apporte quand même aussi du confort vis-à-vis du confort d'été, des surchauffes, par l'apport d'inertie, potentiellement en toiture aussi. Ouais. Et bah, du coup, il y avait plusieurs enjeux intéressants. Ouais, il y avait ça. Et le fait de dire, bah, on vient impacter le sol, on vient quand même redonner quelque chose au-dessus euh, en végétalisation. Ok. Je passe à une autre question, une interrogation sur les réseaux visibles, ce qui était présent sur une de tes slides. Pourriez-vous développer sur les autres intérêts de cette solution? Pourquoi l'avez-vous choisi sur Euh,
Du coup, dans ce cas-là, il y avait plusieurs intérêts. Donc c'était sur une réhabilitation. Donc il y avait un côté à se dire, bah, on va pas faire des saignées de partout dans le bâtiment. Et on va pas tout réisoler, enfin, ou tout doubler parce que c'est pas forcément nécessaire. Et des fois, le doublage sert uniquement à cacher finalement des réseaux. Euh, et l'intérêt après était, bah, en donnant cette consigne-là aux entreprises, finalement, il y avait un soin qui a été important des entreprises et une satisfaction aussi de montrer leur travail. Enfin, je pense à l'électricien et aux plombiers où du coup, ils ont quand même souvent leurs travaux qui sont cachés. Et là, c'était une vraie valorisation. Ils étaient vraiment contents en fait d'intervenir sur le chantier. Euh, donc ça permet ça. Et puis après, ça permet au cas où il y a une fuite ou quelque chose ou un problème, finalement, on peut le voir assez rapidement avant qu'il y ait un impact sur du placo ou du doublage, quoi. Et on Mm. peut intervenir. Ouais. Je vais faire un autre retour d'expérience sur les réseaux visibles, en réhabilitation notamment, mais le problème peut se poser aussi en neuf. Quand on a recours, quand on fait une isolation et qu'on a recours à des films, que ce soit frein vapeur ou par vapeur, etc., les Oui, réseaux visibles, dans certains cas, peuvent éviter des percements par manque de oui, coordination potentiellement entre les personnes qui interviennent sur les réseaux et donc les personnes qui vont intégrer, enfin qui vont être plutôt sur l'isolation. Et donc, on évite d'avoir une dégradation de la perméabilité à l'air d'un bâtiment avec le recours au réseau visible. Voilà. Ça peut être une solution de ce point de vue-là. ouais. Et on a même dans l'espace chauffé des réseaux qui sont potentiellement aussi chauffés. Donc, on évite des déperditions. On a une interrogation sur le nombre d'entreprises qualifiées pour les techniques spécifiques de type enduitaire, dalle à la chaux, etc. Est-ce que, Guillaume, toi, quand tu recherches des entreprises sur ce type de prestations, tu as des difficultés lors de tes consultations? Je fais un peu. Euh, Ouais. je les, je les précible un peu quand même, hein. Hmm. Mais du Ok. coup, à force, j'ai un réseau. Enfin, il y a des entreprises avec qui j'aime bien travailler. Je sais comment elles bossent, donc j'essaie d'en avoir deux, trois par lot, mais suivant les dispos de chacun, après, on arrive à goupiller. Mais il y a- là, en Côte d'Armor, il y en a quand même quelques-unes qui aiment bien la vieille pierre, les enduits, enfin, toutes ces choses-là, quoi. Donc, ça va. Ok. Euh, je vais partager, pareil, un retour d'expérience qui a été partagé avec Batilab sur ces questions de compétences un peu spécifiques sur les enduitaires, enfin les matériaux géosourcés, par exemple. Je sais que de plus en plus, bah déjà en termes de formation, on a de plus en plus de professionnels qui sont formés à intervenir et à mettre en œuvre ce type de procédés. Et en plus de ça, on a aussi dans les coopératives artisanales, notamment, la volonté de travailler ensemble. Donc, c'est pas rare d'avoir par exemple des maçons qui font de la maçonnerie plutôt conventionnelle, qui ont l'habitude de travailler en sous-traitance ou en collaboration avec des maçons qui seraient plutôt sur du traditionnel et de se partager les lots d'intervention pour que chacun soit sur son domaine d'activité et donc de répondre ensemble sur des consultations. C'est des choses que l'on voit, notamment sur des réhabilitations de bâtis anciens où des fois on a besoin d'avoir des reprises structurelles qui sont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, qui sont réalisées avec du conventionnel. Et là où ça se justifie de remettre des techniques plutôt qui respectent le bâti ancien, c'est des choses qui se voient beaucoup. Voilà. En plus de ça, si vous voulez consulter ce type d'entreprise, on a beaucoup de référencés sur le site de Batilab. Donc, n'hésitez pas aussi à passer par le biais de Batilab pour trouver les compétences nécessaires. Hop. J'ai une dernière question par un bureau d'études en thermique qui propose, lui, dans ses opérations, le recours à la ventilation comme un outil de lutte contre les surchauffes estivales, avec un questionnement au niveau des paramétrages et de la maîtrise d'usage sur ce type d'utilisation.
Donc, il nous questionne sur le fait s'il y a des retours d'expérience à ce sujet, des campagnes de mesure, des questionnaires utilisateurs. Euh, donc, des analyses des interfaces utilisateurs ont-elles été réalisées? Est-ce que les ALEC proposent-elles des guides? Une bonne question. C'est pour moi. Il faudrait que je regarde et que je demande autour de moi. Là, j'ai pas la réponse. Ok. On essaiera d'y répondre sur le site en même temps que la publication du replay de ce webinaire. Nous n'avons pas d'autres questions dans le chat, donc je vais conclure en remerciant l'ensemble des personnes qui sont intervenues. Donc, merci Léonie et merci à Guillaume pour ces présentations. Puis merci à vous tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Un petit point agenda pour Batilab, et je trouve que la transition est toute choisie. Parce que quand on parle de changement climatique, souvent le changement climatique s'accompagne de l'érosion de la biodiversité. Et l'érosion de la biodiversité s'accompagne du changement climatique. Tout ça pour dire que nous avons une journée technique le 30 novembre sur cette thématique bâtiment et biodiversité, construire avec le vivant. Donc, je vous invite à vous y inscrire. On aura un tas d'interventions très intéressantes sur ce sujet. Voilà. Merci à tous et bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Merci.